Blizzard est en roue libre. Vous n'êtes pas prêts? Yo la guilde, j'espère que vous allez bien et voilà, je suis de retour à la maison avec du vrai son et du vrai matériel, ça fait très plaisir et j'ai beaucoup de choses à vous dire puisque Blizzard n'a pas chômé en fait, hein. Ils n'ont pas arrêté de bombarder d'informations et là c'est vraiment la plus grosse news, je pense que c'est probablement les plus grosses modifications que Blizzard tente de faire sur Classic depuis le début de Classic. Personnellement, je pense que ça aurait été vraiment très bien qu'il y ait beaucoup plus de modifications dès le début de Classic. Bon, vaut mieux tard que jamais, mais là, franchement, ils y vont fort. Donc du coup, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. J'ai récupéré un article qui était sur WoWed, je l'ai traduit, j'ai analysé tout ça, et je vais vous donner mon point de vue sur les différentes modifications, et j'attends aussi vos retours en commentaire à ce niveau-là. Sur ce, c'est parti! Vous êtes toujours 50% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas encore être abonné, donc pour soutenir et ne rien manquer des prochaines news, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, ça fait très plaisir. De plus, vous pouvez également rejoindre la chaîne pour avoir accès à du contenu exclusif. Alors je vous ai posté l'article sur mon site internet, donc camillaz.fr, vous le retrouverez en description. Donc de quoi on parle? Eh ben c'est Blizzard qui a tout simplement organisé une interview de groupe avec les membres du Community Council hier le 25 août, enfin c'est hier, c'était lors du moment où ils ont publié ce post, mais c'était le 25 août, sur la réduction du niveau d'objet dans l'épreuve du croisé et donner des informations sur le joueur contre joueur, le joug d'hiver et l'équilibrage des factions. Donc je vais vous lire tout ça et je vais vous donner mon point de vue sur les différentes informations qui sont dans cet article. Donc déjà, de quoi on parle quand ils disent réduire le niveau des objets de l'épreuve du croisé? Donc c'est la phase 3 de Wotelka, hein, c'est-à-dire au début on a la phase 1 avec Naxx, Archavon, Malygos et Sartarion, puis ensuite on aura la phase avec Ulduar qui est vraiment un raid, je pense, un des plus attendus et qui est effectivement vraiment très stylé, c'est un raid légendaire sur World of Warcraft. Et en fait, après cette phase-là, eh bien, il y a eu l'épreuve du croisé. Donc, on va en reparler dans l'article, mais vous verrez, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que l'épreuve du croisé était relativement facile et accessible avec du stuff qui était vraiment disproportionné par rapport à la difficulté et avec un e-level qui était extrêmement élevé. Et il faut savoir que l'épreuve du croisé, à la base, c'était une phase filler, c'est-à-dire qu'elle n'était pas du tout prévue dans la conception originale de Wotelka, mais c'est juste que peut-être pour se donner plus de temps sur le développement d'ICC ou alors parce qu'ils voulaient faire durer peut-être Wotelka, eh bien, ils ont rajouté cette phase additionnelle qui était peut-être un petit peu mal calibrée. Bref, il y a eu beaucoup de discussions concernant les verrouillages des raids de Wotelka classique, mais Blizzard a finalement confirmé que les raids 10 et 25 ne partageront pas le même verrouillage, on en avait déjà parlé dans une news. En revanche, les versions normales et héroïques de chaque raid partageront la même idée. Sur le sujet concernant les verrouillages, Josh Greenfield a déclaré « L'idée, l'intention est que les joueurs puissent choisir la difficulté par boss. Nous ne pensons pas promettre que cela sera disponible pour l'épreuve du croisé, mais nous allons essayer. L'épreuve du croisé n'a pas été conçue pour cela, il y a donc des défis. » Donc de quoi il parle ici? En gros, vous devez choisir entre normal et héroïque, c'est-à-dire que quand vous allez faire votre raid du croisé, il faudra faire un choix. Soit vous allez en 25 héroïque, et à ce moment-là, le risque c'est que vous allez wiper sur le premier boss par exemple, hein, parce que vous vous dites, ou plutôt sur le deuxième boss, puisque wiper sur le premier boss, vous n'avez pas tué de boss, et donc du coup vous pourrez repasser en normal. Vous n'avez pas d'idée qui va être déclenchée, c'est à partir du moment où vous tuez un boss que vous allez être enregistré dans une idée. Donc admettons, vous tuez le premier boss, mais vous allez wiper sur le deuxième boss, parce que vous l'avez jamais try. Et du coup, vous allez vous retrouver bloqué, vous ne pourrez pas faire d'autres boss dans l'instance, et vous aurez donc, du coup, pas beaucoup de loot sur cette idée-là. Or, si vous aviez fait le choix de partir en normal, vous auriez pu clean l'intégralité du normal. Là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils envisagent la possibilité de pouvoir moduler les versions normales ou héroïques à l'intérieur de l'instance, c'est-à-dire que vous commencez le premier boss en normal si vous le souhaitez, puis le deuxième vous le faites en héroïque, puis le troisième vous le faites en normal, comme vous le souhaitez. En fait, le but c'est de faire un petit peu comme dans ICC, d'après eux, il y avait une mécanique un peu similaire, et donc du coup c'est quelque chose comme ça qu'ils voudraient reproduire. Donc ils disent pas que ça va être 100% le cas sur Wotelka, mais qu'ils envisagent cette possibilité-là. Moi personnellement, j'aimais bien le côté un petit peu stratégique de ok, on se lance en héroïque parce que on pense qu'on peut vraiment maîtriser ça et que le normal c'est bon, c'est clean, c'est géré. Et du coup aussi pourquoi j'ai dit que Blizzard était en roue libre au début de la vidéo, c'était simplement pour vous dire que en fait voilà, il y a vraiment énormément de modifications et Blizzard commence à prendre vraiment beaucoup de liberté sur les modifications dans Classic. Donc il y a des bonnes choses, il y a des choses je pense qu'on peut en discuter, mais pour l'instant globalement je trouve que c'est quand même assez positif. Bref, on continue. Du point de vue de Blizzard et du sentiment de la communauté, de nombreux joueurs pensent qu'Ulduar était l'un des raids les plus appréciés à l'époque de Wotelka. Malheureusement, l'équipement qui a été déployé dans le patch suivant, la paye de la croisade, était bien plus puissant que l'équipement d'Ulduar. À cause de cela, de nombreux joueurs ont complètement délaissé Ulduar. Blizzard ne souhaite pas que cela se reproduise cette fois-ci pour Classic. Blizzard veut donc donner plus de temps à Ulduar pour briller et aux joueurs d'en profiter.
Le fait qu'un nouveau palier de raid soit disponible et rende obsolète l'ensemble des équipements du palier précédent est un paradigme qui a en quelque sorte commencé avec l'épreuve du croisé. Donc c'est-à-dire que c'est la mécanique classique de WoW, hein. Vous avez un nouveau raid qui sort avec un e-level plus élevé et le raid d'avant devient moins intéressant. Et le problème c'est qu'avec l'épreuve du croisé, il y avait tellement de différences avec les raids précédents que ça a juste écrasé la méta précédente. En fait, on n'avait plus vraiment d'intérêt de retourner le duar, que ce soit avec les rerolls, etc. L'épreuve du croisé était tellement facile que même avec les rerolls, on pouvait laisser ce stuff là-bas assez facilement. Lorsque la table de loot est sortie, il n'y avait pratiquement plus de raison d'aller à l'UR. L'idée, pour le moment, est essentiellement de prendre tout l'équipement de la table de loot en normal, donc de l'épreuve du croisé normal, et de la réduire d'environ 13 niveaux d'objets, de sorte que les objets héroïques d'Ulduar restent un peu meilleurs que ceux de l'épreuve croisée en mode normal. Mais les objets qui tombent dans le mode héroïque de l'épreuve du croisé seront meilleurs que ceux qui tombent dans Ulduar en mode héroïque. Donc personnellement, mon avis à ce niveau-là, c'est que je trouve que c'est pas une si mauvaise idée que ça, c'est-à-dire que Ulduar, les hard modes qui sont assez sympas, je trouve, à travailler, à bosser, on a un vrai intérêt de les travailler sur classique si on vise le long terme. C'est une très bonne nouvelle également pour les healers qui veulent farmer l'arme légendaire, parce que le problème c'est que si Ulduar devient useless, c'est plus difficile de motiver votre effectif et votre guild d'aller farmer des armes légendaires à Ulduar, et donc du coup ça voudrait dire aussi plus de healers en capacité de farmer leur légendaire. Et de plus, ça veut pas dire que Ulduar est meilleur que le palier actuel, puisque vous aurez les modes héroïques de l'épreuve du croisé que les meilleurs objets en héroïque de Ulduar. Encore une fois, je trouve que ça met en avant la performance et ceux qui sont en capacité de farmer assez rapidement et régulièrement du mode héroïque. Donc, je trouve que ça tire le jeu globalement plutôt vers le haut et ça met en avant la performance et je trouve ça plutôt très bien. Ce que nous voulons, c'est quelque chose qui s'est passé comme dans Burning Crusade classique où les joueurs allaient toujours dans la caverne du sanctuaire du serpent et le donjon de la tempête alors que Temple Noir et Ijal étaient sortis. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de raids qui continuaient à se monter dans les autres instances, qu'il y avait beaucoup de boss qui étaient quand même assez bien maîtrisés avec beaucoup de loot et on pouvait stuffer très rapidement ces rerolls. Quant à l'équipement gladiateur PVP de la saison 7, il verra probablement également une réduction du niveau d'objet pour correspondre à celui de l'épreuve du croisé. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux d'équipement. Je pense pas que ce soit l'ensemble des équipements PVP qui vont être nerfés. Ça sera celui qui équivaut au mode normal, sauf erreur de ma part. Donc je pense que le mode normal sera nerfé, enfin l'équipement on va dire le palier niveau 2, et le palier niveau 3 qui est le niveau maximum, je pense qu'il devrait rester à son niveau actuel. Voilà, sauf si peut-être les modes héroïques sont supérieurs au niveau maximum à ce moment-là de l'équipement PVP, mais ça je suis pas du tout sûr, donc je vous laisse me confirmer ça ou infirmer ça en commentaire. Après, s'il nerf l'intégralité de l'équipement PVP, le problème c'est que ça va probablement encourager, ou donner plus d'avantages encore aux joueurs PVE qui sont en capacité d'aller chercher des objets en héroïque comme des trinkets ou des parties hors set qui sont un peu pétés avec un e-level beaucoup plus élevé que ce qu'on peut avoir en PVP. D'une certaine manière, Blizzard pense qu'abaisser le niveau d'objet sur l'équipement PVP sera plus simple pour le jeu car la transition vers une nouvelle saison d'arène ne sera pas aussi importante dans la puissance des joueurs. C'est pas faux, c'est vrai que si on n'est pas aussi important dans le décalage sur le e-level, du coup c'est plus facile entre guillemets de rattraper ceux qui sont dans la saison d'arène. Quand il y a trop une grosse différence de niveau, ceux qui sont vraiment en avance sur la méta, qui ont des très hautes cotes, etc. prennent vraiment beaucoup d'avance et du coup deviennent beaucoup plus tough que ceux qui viennent de se lancer. Par exemple, quelqu'un qui va attaquer le PVP sur la saison 2 aura quand même pas mal de retard. Donc c'est vrai que dans ce sens-là, c'est plutôt intéressant. Et d'après eux, ça ne se limite pas que du coup à la phase 3, puisque la phase 4 sera également concernée, puisqu'ils précisent ici, la citadelle de couronne de glace ICC sera, signifie également que les niveaux d'objets seront également réduits dans cette instance-là, en tout cas dans le mode normal, a priori. Chris Zierut ici précise, il se demande comment les joueurs vont réagir si on réduit les niveaux d'objets sur ICC. Nous pensons que cela rendra ICC beaucoup plus agréable pour les raiders hardcore tout en prolongeant la pertinence du jeu. Donc c'est vraiment ici des intentions de développement mais qui ne sont pas du tout confirmées. Le but c'est de voir comment va réagir la communauté à ces annonces, que ce soit à travers les vidéos, forums, etc. pour voir un petit peu qu'est-ce que pensent les joueurs de cet équilibrage du e-level. Chris poursuit, en regardant la version originale de Wotelka, l'épreuve du croisé n'a jamais été prévue, ce que je vous disais tout à l'heure, pas plus que les modes héroïques et les niveaux de puissance de l'équipement, le raid ICC est allé bien plus haut que ce qui était initialement prévu. L'équilibrage de classe avait été un peu détérioré car le niveau d'objet était trop important d'une certaine manière, et réduire les niveaux d'objets sur ces équipements devrait aider à équilibrer les classes en général. Donc ce qui veut dire c'est que
On va finir la phrase. D'ailleurs, en ce qui concerne l'équilibre des classes, Blizzard a déclaré que l'équilibrage du patch 3.3.5 était fortement influencé par la méta arène et PVP à l'époque. C'est-à-dire qu'ils avaient en fait fait des gros équilibrages sur le PVP à l'époque pour qui affectait aussi le PVE, et du coup le e-level qui était tellement énorme, ça affectait beaucoup plus ces équilibrages-là. C'est-à-dire que d'une saison à l'autre, le e-level exacerbait les déséquilibres. Et là, si je peux faire une petite parenthèse, l'erreur qu'a toujours fait Blizzard, et surtout à ce moment-là, c'était, même s'ils ont fait des équilibrages plus tard dans ce sens-là, ils auraient dû que les sorts équilibraient certains sorts de certaines classes qui étaient entre guillemets OP, qu'elles aient un effet différent en PvE, en PvP. Je vous donne un exemple, par exemple la femme mortelle, elle pourrait faire 1000 de dégâts en PvE et 500 en PvP. Et comme ça, vous n'affectez pas sur vos changements le PvE. Je pense que depuis le début, Blizzard aurait dû vraiment scinder comme ça la puissance des différentes compétences pour pouvoir ajuster sans affecter le PvE. Puisque ça n'a rien à voir au final, le gameplay n'est pas du tout comparable, et les changements qu'on fait en PvP ne seront probablement pas du tout pertinents en PvE. Et vice versa d'ailleurs. Bref, il poursuit en expliquant, quant aux Chevaliers de la Mort, quand ils sont sortis à l'époque, ils étaient bien trop puissants. Alors ça m'a traumatisé, hein, les sombres bloods, les DK qui tournaient au volant à 2200 d'arène, vous ne pouvez rien faire, ils vous tuaient juste avec votre goule, enfin avec sa goule. C'était trop, les DK étaient incroyablement puissants, tout était viable, vous pouviez tanker avec n'importe quel spé, vous pouvez DPS avec n'importe quel spé, c'était aberrant. Et il précise ici, les joueurs ont continué de trouver de nouvelles façons, donc ils ont nerfé, parce que il y a eu énormément de nerfs sur les DK. Les joueurs ont continué de trouver de nouvelles façons de rendre les Chevaliers de la Mort plus puissants que prévu, malgré les nerfs. Et je pense que les nerfs qui ont été apportés sur les Chevaliers de la Mort à l'époque, sur WTLK d'origine, donc, étaient tous justifiés. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je crains qu'ils ne soient toujours trop forts. Enfin, je ne crains qu'il ne soit toujours trop fort dans WTLK classique. Les joueurs trouveront probablement de nouvelles façons de les rendre bien trop puissants. C'est vrai qu'on a vu déjà pas mal de petites dingueries sur la bêta, et on sait tellement que c'est pété, on sait pas si c'est des bugs ou si ça va être comme ça en fait. Nous surveillons de très près l'équilibre des classes, et mon point de vue est que nous devrions simplement laisser faire, à moins qu'une classe ne soit vraiment trop forte et que la communauté dise que cette classe est complètement indésirable. Donc en gros, si tout le monde se plaint trop d'une classe, c'est pas impossible qu'il y ait des nerfs si c'est vraiment trop pété. Ensuite, il parle du JCJ, de l'ingénierie, du joug d'hiver, etc. L'une des fonctionnalités demandées pour les arènes de WTLK classique était la possibilité d'utiliser les Nitro Boost dans la première saison d'arène S5 de WTLK classique. Ça, c'est pareil, c'est pas la première fois qu'ils disent l'une des fonctionnalités demandées. Mais demandées par qui, par où, comment? On n'a pas vu de sondage, mais qui a demandé les Nitro Boost sur la S1 d'arène? On les avait à l'époque. Moi j'ai connu ça, je faisais des arènes, j'avais les Nitro Boost, je jouais Demo Rogue, c'était broken, on gagnait une game sur deux parce qu'on avait les Nitro Boost. Les doubles DPS sont ultra avantagés en Nitro Boost, enfin pas que tout, mais tous ceux qui sont ingénierie avec les Nitro Boost, c'est un avantage incroyable, c'est juste pété, ça va permettre à un rogue, c'est la différence entre pouvoir à un rogue de se barrer à l'eau de l'arène, de faire un bandage et rustills et refaire une européenne avec un sap, et de gagner l'arène grâce aux bots fusées. Les bots fusées sont complètement pétés. Donc moi je trouve ça m'amuserait. Voilà, je jouerais avec ça m'amuserait. Je vais pas voilà, je suis ingénieur de toute façon, donc tant mieux. Mais en vérité, pour ceux qui ne seront pas ingénieurs, ça va être compliqué de mettre les pieds en arène. Et si on veut quelque chose d'équilibré, je trouve que c'est une très mauvaise idée d'intégrer les bots fusées sur la saison 5 d'arène du coup, ou alors peut-être dans les escarmouches s'ils veulent, pourquoi pas, voilà, ça peut être fun dans les escarmouches, mais en arène côté, je pense pas que ce soit une bonne idée de remettre les Nitro Boost, qui sont déjà hyper intéressantes en PVP, en PVP sauvage, en BG, en PVE, enfin voilà, ça fait déjà le café partout. Je suis pas sûr que ce soit hyper pertinent de les rajouter en arène. Durant WTLK à l'époque, certains objets d'ingénierie ont finalement été retirés de l'arène, comme les Nitro Boost, et certains joueurs ont des souvenirs nostalgiques de cette époque. Oui, c'était marrant, puisqu'on gagnait tous les mecs qui n'avaient pas l'ingénierie. Anna Resendez a expliqué, au sujet du PVP et de l'équipement d'arène, notre attention se tourne vers la première saison d'arène S5 pour qu'elle soit aussi originale que possible. Ça me rappelle les tornades de la S1. Il fallait absolument mettre les tornades, super, voilà. Personne n'a demandé les tornades, mais bon, il fallait absolument les mettre, a priori. Par exemple, les objets de l'ingénierie seront autorisés dans l'arène, afin de redonner un peu de nostalgie autour de ces objets qui étaient utilisables à l'époque. Nous allons surveiller et regarder comment les joueurs abordent la question et pourront éventuellement apporter des modifications pour les saisons ultérieures. Donc ça veut dire que c'est parti quoi, hein. Les bots fusées, a priori, on les aura en arène.
D'après le post en tout cas que je lis, hein, à mon avis ils peuvent encore se rétracter, mais du coup sur la saison 1 on aura les bots fusées, et la saison 2 peut-être qu'on les aura aussi du coup, parce que si ça plaît, peut-être qu'ils y seront aussi sur la saison 2. Bon bah après voilà, ça sera tout le monde qui passera ingénieur, hein, enfin tous ceux qui veulent faire du PVP passeront ingénieur, même si c'est censé déjà être un métier bis pour le PVP, mais bon voilà, ça oblige vraiment absolument tout le monde à être ingénieur pour les arènes pour le coup. Au sujet du joug d'hiver, Anna Resendez a poursuivi. Pour le joug d'hiver, il y aura plusieurs instances du champ de bataille dans toute la région se déroulant simultanément, et il suffira qu'un seul joueur de la faction sur le royaume gagne son champ de bataille pour que ce royaume entier ait accès au caveau d'Arcavon. Il est possible que deux factions gagnent sur un royaume, ce qui donnerait aux deux factions un accès simultané au raid. Donc je suppose que quand on va arriver, vous savez, par le grand portail, ou quand on prend le TP qui est devant, à partir de là on est instancié et on peut aller faire Arcavon si une des personnes a gagné le joug dans votre faction. Et je pense que du coup le joug sera toujours disponible, enfin Arcavon pardon sera toujours disponible à mon avis. Équilibre des factions et population des royaumes. À l'approche de WoTLK classique, l'un des sujets les plus discutés et les plus brûlants au sein de la communauté est l'équilibre des factions. À cet égard, de nombreux joueurs souhaitent souvent que leur royaume et leur faction soient aussi grands que possible afin de trouver des partenaires, que ce soit pour les arènes ou pour trouver des groupes pour les donjons et les raids. Mais les joueurs veulent également du monde dans la faction adverse afin de pouvoir faire du PVP sauvage. Le problème, c'est que ces mêmes joueurs veulent généralement gagner leur combat, ce qui signifie également qu'ils préfèrent toujours éviter l'infériorité numérique. Cela crée une situation où Blizzard a un problème difficile à résoudre. Au lieu d'essayer de contraindre les joueurs à forcer à se déplacer vers certains serveurs, nous aimerions essayer une nouvelle solution pour pallier à ce problème. Donc déjà, je trouve que le fait qu'ils essayent de trouver des solutions au problème d'équilibrage des factions, c'est une très bonne chose, parce que c'est en train de tuer le jeu. Ça a déjà tué certains, enfin même beaucoup de serveurs. WoTLK, c'était une de mes plus grandes craintes, et j'en ai déjà parlé, j'en ai parlé en stream, etc. Et je fais mon maximum pour essayer d'attirer des gens sur Sulfuron côté Alliance. Et encore une fois, je vous le dis, venez sur Sulfuron côté Alliance, parce que rien que pour PVP, le racial humain, ça vaut le coup. Et en plus, tout le monde a gagné que le serveur soit à 50-50, mais là Blizzard va proposer des solutions que je trouve excellentes, vraiment excellentes. Ça c'est vraiment une des trucs que j'ai préféré de toutes les annonces qui ont quasiment été créées depuis le début de WoW Classic. Donc qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Nous aimerions essayer une nouvelle solution pour pallier ce problème. Essentiellement, l'idée est que si vous êtes de la faction minoritaire, donc par exemple Sulfuron Alliance, vous avez un énorme bonus, quelque chose comme 50% d'honneur en plus, 20% d'expérience en plus, 10% de bonus de réputation, et un sac, des putains de quêtes, etc. Donc des bonus assez insane. Ce sur quoi nous voulons vraiment nous pencher, c'est que si un royaume atteint un certain niveau d'équilibre entre les factions, les deux factions obtiennent les récompenses. C'est-à-dire que tout le monde a intérêt que ce serveur-là obtienne le 50-50, et à ce moment-là, tout le monde bénéficie des bonus, et il précise même qu'on pourrait même faire en sorte que les factions obtiennent une récompense et qu'elle est doublée. C'est-à-dire que ça ferait 100% d'honneur en plus, 40% d'expérience en plus, et 20% de réputation en plus. Et ça, franchement, pour WoW Classic, dans notre méta actuelle, je trouve que ça serait insane. Ça permettrait à tout le monde de jouer plusieurs personnages. Moi j'ai pas mal de persos que j'ai envie de jouer, mais je suis freiné par l'XP, et là franchement 40% d'XP en plus avec un stuff héritage, je pense que franchement je monterais 2 ou 3 persos supplémentaires, et ça me ferait vraiment plaisir d'aller les stuffer, d'aller faire des BG, etc. avec, surtout que l'honneur monterait vachement bis. Ça dynamiserait, je pense, énormément le jeu, et on l'a vu avec le buff qui était tout simplement de 50% XP, ça a attiré énormément de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont reroll à ce moment-là et qui étaient hyper hypés par ce buff-là, en permanence sur les serveurs avec de stuff héritage qui donne, je crois, 25%, je crois que c'est 25% avec l'anneau. Ça peut être vraiment très très sympa en tout cas. Blizzard a souligné qu'il pensait que la bonne approche pour fixer l'équilibre des factions serait un système basé sur les récompenses. Et je trouve encore une fois que c'est une très bonne idée. Moi j'avais pas pensé à ça, j'avais pensé verrouiller certaines factions pour plus qu'on puisse reroll et tout. C'est vrai que c'est un peu agressif. Et leur méthode, elle est beaucoup plus sympa, et en plus elle peut attirer des nouveaux joueurs. Donc c'est hyper smart, je trouve, de leur part. Nous voudrions probablement commencer petit, par exemple en faisant d'abord une démonstration de concept sur un serveur avec une population plus petite, avant de mettre l'un des méga serveurs qui sont par exemple à 99% sur une seule faction. Enfin, de nombreux joueurs ont déjà investi de l'argent pour transférer leurs personnages d'un royaume à l'autre. Blizzard essayerait de mettre cela en œuvre d'une manière à ce qu'il serait piloté par des transferts de royaumes gratuits qui seraient ouverts que pendant une courte période de temps. Donc j'espère que là par contre ça sera des transferts gratuits, ou alors que si vous avez fait un transfert récemment, que vous puissiez vous retransférer, ça pourrait être pas mal. Plus tôt dans la journée, Blizzard a annoncé que les noms des 2 nouveaux royaumes Fresh Start lancés parallèlement au pré-patch.
John Greenfield a poursuivi, nous voulons également ouvrir le moins de royaumes Fresh Start possible, car en ajoutant du choix en termes de royaumes, la communauté pourrait facilement dire d'accord, ici c'est le royaume de la Horde, et là c'est le royaume de l'Alliance, et nous préférons donc ajouter le moins de royaumes Fresh Start possible, peut-être même un seul par région. Blizzard croit en faisant cela qu'ils donneront au royaume Fresh Start la meilleure chance d'avoir un équilibre entre les factions. Je trouve que c'est une très bonne idée aussi ce qu'ils ont fait de pas faire trop de royaumes. Je pense que beaucoup sont déçus de pas avoir un serveur français, mais le risque c'est quand si vous avez trop de disparités, déjà c'est que les royaumes sur la longue durée décèdent. Là vous allez avoir des méga serveurs, hein, des serveurs je pense qui vont être monstrueux. Il y aura énormément de monde. Je suis hyper curieux de voir le départ des Fresh Start. Je pense que je vais juste, dès que je peux, me créer un perso niveau 1 pour aller voir juste la zone de départ, parce que je pense que ça va être à mourir de rire. Mais pour ceux qui aiment bien se faire un petit leveling comme ça avec beaucoup de monde, et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui adorent ça, bah là ça va être le summum quoi. Également, pas mal d'entre vous m'ont demandé dans quelle guilde j'allais jouer sur Wotelka Classic. Eh bien, j'ai intégré Faravisa, qui recrute d'ailleurs. Je vous ai fait un post, je vous le mettrai en description pour ceux qui veulent postuler. Mais en gros, c'est une guilde qui est composée à 90% de joueurs qui viennent de serveurs privés principalement. Et j'ai retrouvé pas mal de mes anciens collègues de l'époque dans cette guilde, donc c'est pour ça que j'étais attiré par leur projet. En tout cas, on recrute, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, je vous le mets évidemment en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, partager et vous abonner. On se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, c'est le guild, ciao bye.